Bon, vous m'avez demandé de parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est une invitation qui m'est faite au bénéfice de l'âge. C'est parce que j'ai une expérience, mais enfin je précise tout de suite que je n'ai quand même pas pu participer à la rédaction de la déclaration. C'est pourquoi je vous parlerai davantage de celui qui en fut sans doute le rédacteur, l'un des principaux rédacteurs. Certains en discutent, mais en tout cas le porte-parole et le porteur engagé de ma génération. C'est René Cassin. Pourquoi est-ce que je vous parle de René Cassin? Parce que, toute jeune membre du Conseil d'État, j'ai eu l'infinie chance de travailler avec lui et justement de le seconder dans le travail des droits de l'homme. Vous me direz pourquoi? Pourquoi moi? Tout simplement parce que, à l'époque, René Cassin vient d'être vice-président du Conseil d'État, c'est mon supérieur. Il siège représentant de la France aux Nations Unies à la Commission des droits de l'homme. Ce sont des séances qui durent 3 semaines à Genève, 3 semaines à New York. Le président a besoin de suppléants. Il a un suppléant, Pierre Juvigny, mais lui non plus ne peut pas rester 6 semaines. Donc, il recrute quelqu'un. Pourquoi moi? Parce que je suis bilingue en anglais et que par conséquent, c'est commode pour les négociations internationales. Qui est René Cassin, cet homme que je rencontre? C'est un homme multiple. C'est d'abord l'homme du plus jamais cela. Il ne faut pas que la principale caractéristique de René Cassin, c'est quelqu'un qui fut un blessé de guerre, de la guerre de 14, qui œuvra en vain, à son plus grand chagrin, à la SDN, pour éviter une nouvelle guerre, qui échoua et qui porta ensuite une détermination incroyable pour qu'il n'y ait plus de guerre. Et c'était ça le premier message que cet homme apportait à cette jeune femme qui l'accompagnait dans son travail. Deuxième aspect de René Cassin, c'est un professeur. Il a été très haut fonctionnaire, vice-président du Conseil d'État, mais il n'a jamais oublié qu'il était professeur. Ce qui fait qu'il passait son temps à enseigner, et que s'il avait sous la main quelqu'un de beaucoup plus jeune, il n'avait d'autre idée que de bien transmettre l'expérience historique qu'il savait historique, qui était la sienne. Par conséquent, je pouvais me trouver en voiture avec lui à Genève, et il me disait « Madame, je vais vous raconter comment on a fait la déclaration. Je vais vous raconter comment on a eu les Russes. On a eu les Russes parce qu'on a parlé des droits économiques et sociaux, et qu'on a mis les deux sur le même plan. Je vous assure, madame, que c'est ça qui a fait le déclenchement de l'accord. » Voilà un exemple simplement de ce que j'entendais, fasciné par cet homme qui me parlait de ce texte, qui tout de suite prenait, pour moi, une sorte de caractère vivant, charnel en quelque sorte. Cet homme, il était aussi, et il ne faut jamais l'oublier, un serviteur de l'État, un homme du droit public, un homme convaincu que dans la mission droit de l'homme, ce n'était pas simplement le droit de l'individu qu'on avait si magnifiquement réaffirmé dans la déclaration. C'était la responsabilité du réseau des États que d'assurer la mise en œuvre des droits reconnus. Par conséquent, il va me montrer, à moi qui suis jeune fonctionnaire, l'espèce de vérité profonde qu'est la responsabilité internationale des États. Et donc, je vais le voir à l'œuvre. Il va me faire travailler, il va m'emmener aux Nations Unies. Comment fait-il? Comment fait-il pour porter le message droit de l'homme en pratique au nom de l'État français qu'il représente et qu'il va me demander, quand il n'est pas là, de représenter? Premier point, il faut qu'il se fasse donner des instructions par la France. Par conséquent, il invente la commission consultative des droits de l'homme. Et il confronte les diplomates qui doivent lui donner théoriquement des ordres avec quelques professeurs de droit importants
respecté, etc., qui évidemment pèse lourd dans les discussions préalables aux Nations Unies. Il se fait donc donner en réalité les instructions qu'il veut. Deuxième point, il siège. Comment siège-t-il lorsqu'il est aux Nations Unies, lorsqu'il est à la Commission des droits de l'homme? Il a derrière lui un diplomate qui le surveille. Mais il porte avec une espèce de rondeur affable et aimable un respect généralisé de toutes les opinions internationales qu'il paraît comprendre à demi-mot. J'ai quand même vu cet homme qui, par conviction, était quand même un juif, quelqu'un de favorable à Israël, écouté par les représentants arabes avec à la fois un certain opposition, mais en même temps un mélange incroyable de respect. Il ne s'échangeait pas à la Commission des droits de l'homme la moindre invective, même si les désaccords pouvaient être aussi graves et aussi profonds qu'aujourd'hui. Et puis, surtout, il m'a montré la valeur de l'entêtement. Je vous raconterai simplement une petite histoire. Un jour, il s'en va, c'était au temps où la Grèce était aux mains des colonels. Et il s'en va et il me laisse sur une enveloppe quelques instructions. Madame Questiot, il faut y aller avec les colonels. Mais, deuxième point, attention, veillez à ce que la condamnation soit positive et qu'on insère le rôle futur de la Grèce dans le contrôle international de l'Europe. Il est parti. J'ai essayé d'attaquer les colonels. J'étais très inexpérimenté. J'ai soutenu que des magistrats étaient disparus, étaient en prison en Grèce. On m'a dit que je mentais. Bref, j'ai perdu. J'ai perdu. Mais évidemment, quelques années après, lorsque j'ai rencontré le magistrat grec dont on m'a dit qu'il n'existait pas, je me suis dit que le président Cassin m'avait quand même bien fait de faire prendre date à la France. Voilà un exemple. Un exemple qu'au fond, ça lui était égal d'échouer tout de suite, à condition que le message soit porté. Et voilà pourquoi, à un moment où personne ne rendait compte en France de l'état des droits de l'homme, il n'y avait pas de rapport sur les droits de l'homme. Il demande à Nicole Questiot toute seule de faire un rapport sur l'état des droits de l'homme en France et de l'envoyer aux Nations Unies. J'ai fait ça toute seule alors que les administrations ne m'aidaient pas du tout. Maintenant c'est officiel, il y a des comptes rendus faits au nom de la France avec tout le Quai d'Orsay. Tout ça maintenant est un examen périodique universel. Et enfin la dernière chose la plus intéressante, j'ai vu le président Cassin, qui était alors juge à la Cour européenne des droits de l'homme, alors que son pays n'avait pas ratifié. Je l'ai vu pleurer presque en sortant de réunion du Quai d'Orsay, où pour la énième fois, il dit « Mais ce n'est pas possible que la France ne ratifie pas. » Et je voyais les diplomates aimables, mais suffisants. Mais pourquoi ratifierons-nous? Nous sommes les meilleurs en matière de droits de l'homme. C'est ce qui était dit dans les années 60. Alors évidemment, quand je regarde en arrière maintenant, et que je vois quelle est l'importance de la Cour européenne des droits de l'homme, quand je vois qu'on en est presque à ce que les pays se demandent si elles ne contrôlent pas trop, je dis que l'opiniâtreté que m'a montré cet homme était finalement le secret de l'action en matière des droits de l'homme. Par conséquent, si je dois faire... il m'est très difficile, en 5 minutes, de transmettre, je dirais, d'être à la hauteur de ce rôle d'intermédiaire que je voudrais avoir. Mais je voudrais que cette manière d'être de cet homme-là puisse inspirer bien d'autres que lui. Quand on regarde en arrière, c'est incroyable ce que l'on a fait depuis les années 60. Toutes les choses qui se sont passées tout de même. Nous sommes toujours beaucoup trop pessimistes. Les progrès, tout de même, de l'internationalisme des droits de l'homme ont été considérables. Et si je vous parle du rôle des États, Cassin était parfaitement favorable à l'action des organisations non gouvernementales. Il fallait jouer sur tous les tableaux.
Donc si je regarde en arrière, j'ai le sentiment qu'il avait raison, que le progrès existe dans ce domaine. Mais en même temps, je tremble, car c'est l'horrible accoutumance. Où est le Cassin du climat? Où est le Cassin des réfugiés en ce moment? Où sont-ils? Ils sont encore cachés quelque part. Est-ce qu'ils vont venir? Est-ce qu'ils vont nous dire que ces choses impossibles peuvent quand même se réaliser 60 ans après? Voilà, je crois, ce que je voulais vous dire au nom de la Déclaration universelle, qui n'est pas un chiffon de papier, qui a été portée, qui a de l'effet si elle est portée. J'ai vu qu'un homme pouvait tout seul la porter. Je fais appel à tous ceux qui auraient envie d'en faire autant.